18e journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, faible financement des actions de lutte cette année. Les crises sanitaires et sécuritaires ont été des ralentisseurs. La ministre en charge de la femme a rappelé les objectifs et invité les partenaires financiers à se manifester. Le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina, CCNOX, a produit son rapport de suivi citoyen de l'offre de services publics dans le domaine de la santé notamment. Beaucoup de manquements ont été notés, précision dans un instant. Et puis, dernière actualité à la une de ce journal, un forum national au Mali sur les réformes constitutionnelles et électorales. Une bonne centaine de personnes étaient réunies pour travailler à ce que la transition en place dans le pays réussisse. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La 18e journée donc internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines s'est tenue le 25 mars dernier dans la salle des banquets de Ouagadougou. Le Premier ministre Christophe Dabiré était sur place, représentant le président du Faso. Reportage Chérif Yanogo avec la voix de Mamed Gana Kamabou. La pratique des mutilations génitales féminines, MGF, constitue une violation grave des droits fondamentaux de la femme et de la jeune fille. Raison pour laquelle le Burkina Faso met en œuvre depuis de nombreuses années des actions afin de lutter contre ce phénomène, engrangeant ainsi plusieurs acquis. Selon la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire, l'insécurité et le Covid-19 n'ont pas facilité les financements dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Vous savez qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est confronté à plusieurs défis et tout est prioritaire. Et nous avons tendance à regarder un peu ce qui est un peu plus visible. Ça veut dire que nous avons eu l'insécurité et la maladie à coronavirus qui sont venus s'ajouter aux différents défis que nous avons. Et nous avons constaté que le financement alloué par rapport aux partenaires techniques et financiers et même la société civile concernant la lutte contre les MGF au Burkina Faso baissait. Et nous sommes leaders africains. C'est cela d'ailleurs qui a valu le sacre de notre président champion de l'Union africaine pour la promotion de l'élimination des MGF. D'où la nécessité d'interpeller les uns et les autres au financement national interne. Comment chacun de nous pouvons aider à cette lutte. Non seulement nous finançons, mais nous agissons pour mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici 2030. Il devient donc nécessaire d'agir à tous les niveaux en mettant l'accent sur la mobilisation de ressources financières nécessaires pour mettre fin au MGF. La ministre se réjouit néanmoins de l'engagement du gouvernement dans cette lutte commune. Donc aujourd'hui, nous avons été honorés par son Excellence le président du Faso qui, pour des conflits d'agenda, nous a fait venir son Premier ministre qui a réitéré son engagement politique à lutter contre les mutilations génitales féminines. Et nous sommes satisfaits de cette journée parce que nous nous sommes sentis écoutés par les uns et les autres et nous pensons qu'ensemble nous allons agir, ensemble nous allons financer, ensemble avec tous les acteurs de terrain, nous allons arriver bientôt à zéro mutilation génitale féminine d'ici 2030. Le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, représentant le président du Faso, patron de la présente cérémonie, a laissé entendre que Rochma Christian Kaboré s'engage à s'investir davantage afin de maintenir le leadership dont joue le Burkina Faso en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines, mais aussi pour l'atteinte de l'objectif tolérance zéro aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Parlons encore de l'autre moitié du ciel. Un réseau actif de femmes et filles capables de représenter, défendre et promouvoir leurs droits vient d'être mis en place. Initiative du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIGED qui prend en compte 2 régions. Lancement aujourd'hui donc de ce projet dénommé Synergie des femmes et filles leaders pour la défense et la promotion des droits des femmes. Mamed Gana Kamabou pour en savoir plus. Ce projet vise à renforcer les capacités de femmes et filles leaders des associations socio-professionnelles pour mieux représenter et défendre les droits des femmes dans tous les secteurs et domaines prioritaires de développement. Ce projet va contribuer à redynamiser le mouvement féminin à travers les organisations professionnelles des femmes et filles. C'est un projet qui vise à mettre en synergie
les organisations de la société civile engagées dans le domaine de la promotion des droits humains fondamentaux des femmes, à les organiser à une meilleure, en tout cas, action sur les terrains. Parce que vous êtes sans ignorer qu'actuellement, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui sont engagées dans ce domaine, mais ce sont des actions parcellaires qui sont enregistrées par-ci, par-là. Donc ce projet vise à les organiser, à travailler en synergie pour une grande visibilité des actions des organisations de la société civile sur le terrain, ce qui engendrait du coup, en tout cas, une application optimale des textes visant la promotion des droits humains fondamentaux des femmes au Burkina Faso. Malgré les efforts et les progrès enregistrés ces dernières années au Burkina Faso, la problématique des inégalités et disparités entre les hommes et les femmes se pose avec acuité. Ce projet va donc permettre aux femmes d'être actives dans les activités politiques ou encore leur participation aux instances de décision au niveau local et national. Nous pensons qu'avec ce projet Synergie des femmes, nous allons pouvoir améliorer la question de la participation des femmes aux postes décisionnels parce qu'on a constaté qu'il y a un recul à ce niveau. Nous voulons également travailler pour que les différents textes juridiques, ce que la loi au Burkina les lois qui ont été adoptées en faveur des droits des femmes, pour que cela soit mieux appliqué avec plus de résultats dans la vie des femmes et des filles. Ce projet dénommé Synergie des femmes et des filles leaders pour la défense et la promotion des droits des femmes a une durée de 3 ans. Les femmes et filles de 2 régions, à savoir le centre et le plateau central, vont bénéficier de ce projet pour la phase pilote. Il est financé par l'ONG Oxfam. Le ministre en charge de l'énergie, Bachir Ismaël Ouedraogo, en visite de travail du 12 au 16 mars dernier au Ghana et en Côte d'Ivoire. Il devait échanger avec les pays partenaires fournisseurs d'énergie afin de trouver des solutions aux perturbations que connaît le Burkina. Le ministre burkinabé a rappelé la nécessité pour ces pays partenaires de respecter leurs engagements afin de permettre au pays de faire face à la période de forte chaleur. Maxime Jelbombara. En visite de travail au Ghana et en Côte d'Ivoire, le ministre burkinabé de l'énergie va à la rencontre des partenaires. Le Burkina Faso connaît des perturbations en fourniture d'électricité sur les réseaux liées à des difficultés que connaissent ces 2 pays. Et cette visite de travail vise à échanger avec ses partenaires pour une gestion efficace de la fourniture en électricité pendant la période de canicule qui s'annonce. Plus de 65% de notre consommation vient donc de ces pays limitrophes. Et ces derniers temps, nous avons donc remarqué quelques difficultés. Et en prélude donc à la canicule, il était de bon ton que nous puissions en tout cas aller au Ghana et en Côte d'Ivoire pour échanger avec nos partenaires et voir comment nous allons nous assurer que les contrats qui ont été signés entre l'État burkinabé et l'État donc du Ghana et de la Côte d'Ivoire, que ces contrats-là puissent être respectés. Les interconnexions Bolgatanga-Ouaga et Kerkesedougou-Ouaga devraient fournir respectivement 150 MW et 90 MW selon Bachir Ismaël Ouedraogo. Mais ces 2 pays connaissent également des difficultés, réduisant de ce fait leur capacité de fourniture. L'importation donc d'énergie avec le Ghana est limitée aujourd'hui et en plus de ça, l'énergie est instable. Quand nous avons donc des difficultés au niveau du Ghana, nous sommes délestés de 120 MW automatiquement au niveau donc du Burkina Faso. Ça veut dire que ce n'est pas aisé si nous n'avons pas la puissance donc sur le plan local pour pouvoir répondre à ce manque à gagner. Aussi, vous savez donc avec la Côte d'Ivoire qui est notre partenaire historique, je peux vous dire qu'aujourd'hui nous sommes autour donc de 30 MW avec la Côte d'Ivoire la nuit et 50 MW avec la Côte d'Ivoire en journée. Ça veut dire que nous avons un manque à gagner de 50 MW avec la Côte d'Ivoire la nuit et de 30 à 40 MW la journée. Du côté de la Côte d'Ivoire, l'on rassure que des efforts sont fournis pour pallier les difficultés et améliorer la fourniture en électricité. Une information, c'est que nous avons un groupe, donc une centrale thermique qui va se mettre en marche début août jusqu'à la mi-août. Et nous pensons que dès l'arrivée de cette centrale-là, nous devons pouvoir
vraiment améliorer de façon considérable la fourniture d'électricité donc, au Burkina Faso. Pour le ministre en charge de l'énergie, il est important pour le Burkina Faso d'investir pour avoir une marge sécuritaire. À l'en croire, les difficultés avec les interconnexions seront exposées en Conseil des ministres pour davantage renforcer les investissements en énergie solaire et thermique qui puissent permettre d'assurer une sécurité énergétique aux populations. Je vous en parlais en titre. Le Conseil national des organisations de la société civile a présenté à la presse aujourd'hui son rapport de suivi citoyen de l'offre de services publics, de la santé à l'éducation. De nombreux manquements ont été signalés. Il s'agit notamment de l'absence de manuel de travail et des problèmes d'accès à la gratuité des soins et des médicaments amivaliants, avec la voix de Samira Ouedraogo. Rupture de stock de médicaments à l'intérieur du pays, plus de 8% des patients n'ont pas eu droit aux produits qui leur ont été prescrits. C'est l'un des dysfonctionnements signalés dans le rapport de suivi de l'offre de services publics dans le secteur de la santé dans les régions du Nord et des Hauts-Bassins. Quand une femme vient ou un accompagnant d'un enfant vient, parce qu'il vient dans le cadre d'une gratuité des soins, il est censé avoir tous les produits. Il vient, il n'a même pas d'argent dans sa poche. On le tend une ordonnance dont les produits ne sont pas dans la formation sanitaire. 73% des comités de gestion qui ont été installés pour la gestion des formations sanitaires n'ont pas pu tenir leur assemblée générale pendant près de 9 mois. Une situation jugée grave par Amidou Ouedraogo. Ça, c'est une difficulté assez importante parce que c'est à partir donc, effectivement, donc, de ces causes qu'on devrait faire donc, des bilans et pouvoir tirer la sonnette d'alarme et voir comment faire les approvisionnements en médicaments. D'autres dysfonctionnements ont été également constatés au niveau des maternités. On a vu des maternités sans salle d'accouchement, comme sans salle d'attente. Voilà, on a vu des maternités sans salle d'attente ou sans salle de travail. On a vu donc des CSPS où la maternité et la salle d'observation et le dispensaire sont dans le même bloc. Ça, c'est inadmissible. Toutefois, comparativement au rapport de suivi de l'année dernière, on note une légère amélioration. On a constaté, par exemple, comme je l'ai dit, par exemple, par rapport à l'accueil des usagers, on a constaté quand même qu'il y a une bonne évolution de l'accueil des usagers dans les services de santé. On a constaté également que de plus en plus, avec les interpellations qui ont été faites l'année passée, de plus en plus, les usagers, quand ils partent dans les centres de santé, ne restent pas pendant longtemps. Par exemple, cette année, on a constaté qu'il n'y a que 34% qui ont resté plus de 30 minutes avant d'avoir un agent de santé. Ça montre quand même qu'il y a une certaine amélioration. En ce qui concerne l'éducation, un manque signalé au niveau des manuels scolaires, les enseignants et les élèves ne disposent pas d'outils de travail. L'autre difficulté, c'est le manque et l'entretien des latrines dans les établissements scolaires, a indiqué Raymond Tiendré-Béogo, membre du Conseil national des organisations de la société civile. Dans la ville de Sia, des travailleurs du centre hospitalier Sorosano ont observé hier et aujourd'hui un arrêt de travail entre 7h et 11h dans la matinée donc. Un appel de la sous-section du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale Sincha. Les travailleurs dénoncent leurs conditions de vie et de travail jugées difficiles. Correspondance de Joseph Koudougou. Ce sitting est organisé par les travailleurs du centre hospitalier universitaire Sorosano Tchus de Bobo Dioulasso. Les revendications de ce mouvement d'humeur du syndicat du Tchus de Bobo tournent autour de 14 points portant essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie du personnel, mais aussi de la prise en charge des patients. L'état dans lequel, effectivement, nous allons dire, végète effectivement notre service n'est pas de nature à pouvoir prendre en charge convenablement les patients qui viennent vers nous. Et donc, ça nous crée beaucoup de problèmes. Nous avons les problèmes d'eau et pour lesquels nous avions effectivement fait un sitting au mois de décembre qui n'a jusque-là pas trouvé une solution. Et vous savez que sans eau, on ne peut pas parler de santé dans ce contexte de Covid. Et il y a la question des équipements. Pratiquement dans tous les services, les équipements sont obsolètes et on assiste permanemment à des pannes qui entraînent des arrêts effectivement de travail. L'une des revendications est liée à la non-application de la prime de motivation des travailleurs. Ça pose un problème de création de la richesse, production de la richesse et la répartition. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas avoir droit aux primes de rendement. L'État n'a pas honoré ses factures sur la gratuité. Alors que nous disons, c'est un travail qui a été fait.
Si le remboursement n'a pas été fait par l'État, ce n'est pas au personnel, aux travailleurs de subir cela. Pour le directeur général du TUS, ce mouvement est un non-événement. Pour lui, les motivations réelles sont à chercher ailleurs. La question de l'eau. Mais avec l'ONEA, nous avons fait le point de diagnostic, la question de l'eau à l'hôpital. Et des mesures ont été préconisées, notamment en fait, la réalisation de forages. C'est pris dans le plan d'action, c'est pris dans le budget, ça va être exécuté, le marché en cours, et on a tout expliqué hier, après 5 heures d'échange avec les syndicats. Les utilisateurs, pourquoi dans le privé, les équipements ne tombent pas en panne? Mais c'est dans l'hôpital que les équipements tombent en panne. On l'a dit ça hier. Il y a des actes de malveillance qui sont opérés ici. Les gens sabotent les équipements pour pouvoir aller travailler dans le privé. Ils évoquent la prime de rendement. On ne prend pas de garde, ou bien on ne fait plus de consultation. Je suis allé un jour. On me dit non. Si pour préparer la table pour opérer. Ils sont là, les bras croisés. Je leur ai dit, ça aussi c'est une tâche déléguée. C'est tous ces éléments-là qui ont conduit le gouvernement à dire, si vous êtes agent de santé, s'il y a une seule tâche que vous n'exécutez pas, on considère que c'est une absence de service fait. Le SYNCHA a aussi déploré l'état actuel de la cuisine de l'hôpital qui, pour eux, ne remplit pas les conditions d'hygiène. Ce sit-in de 48 heures se tient au moment où il est annoncé une rencontre entre le premier responsable du département de la santé et les travailleurs de la région dans le cadre d'une tournée. Et nous restons dans la ville de Sia avec notre correspondant Joseph Koudou pour parler de modernisation de l'état civil de la commune. Les agents sont en recyclage pour être en phase avec la mutation. Mardi dernier, Borem Massanou, le maire de la localité, a présidé l'ouverture de la formation. Elle a duré 4 jours au profit des agents manipulateurs des pièces d'état civil. Correspondance donc. C'est parti pour 4 jours de formation à l'endroit des agents manipulateurs des différentes pièces d'état civil. Une formation initiée par la mairie de Bobo-Dioulasso, consciente du rôle et surtout de l'importance des dites pièces. Vous savez, l'acte d'état civil, c'est souvent des actes qui ont une importance très capitale pour la vie, non seulement des individus, mais de la communauté. Et pour peu que vous enfreignez aux règles, ça devient des fautes un peu criminelles, comme la justice aime le dire. Malheureusement, on se rend compte que dans nos administrations, beaucoup d'agents ne sont pas suffisamment outillés. Et pire, on remarque que dans les communes, il n'y a que des bénévoles qui manipulent les actes d'état civil. Nous avions dit qu'il faut qu'on mette fin à cela parce que l'importance de cet acte pour la vie de la commune, de la communauté, devrait nous amener non seulement à avoir des agents qualifiés pour effectivement agir au niveau de ces services-là, mais également faire au quotidien, si besoin en était, des rappels pour que vraiment les gens soient en phase avec l'évolution. Durant ces 4 jours de formation, ces participants seront formés sur 14 modules. Notamment les généralités sur l'état civil, les cadres juridiques et institutionnels, la tenue des registres, l'enregistrement des naissances, des mariages, des décès et la prise en charge des mentions marginales. Il y a le suivi, évaluation aussi, l'archivage donc des documents de l'état civil, la gestion des statistiques. Également, donc, nous allons parler aussi du processus de modernisation entamé au niveau du ministère. L'utilité de ces modules, c'est d'avoir outillé les agents de l'état civil afin qu'ils connaissent les procédures, les textes qui régissent l'état civil au Burkina Faso, afin que, en tout cas, pour offrir les services de l'état civil de la commune de Ouagadougou puissent offrir un service de qualité et susciter davantage l'adhésion des populations au service de l'état civil. Ils sont au nombre de 70 personnes qui bénéficieront de cette formation. Au sortir de la dite formation, ils seront outillés pour mieux rédiger les actes d'état civil.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture, le FDCT, Fonds de développement culturel et touristique, lancé en octobre 2020 un appel à projet pour soutenir les œuvres culturelles au Burkina. Ce 25 mars, les résultats ont été proclamés. 74 dossiers retenus sur plus de 400 seront financés à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Nadine Zongo et Hassan Sawadogo. Afin d'améliorer la dimension économique de la culture et du tourisme au Burkina Faso et du même coup accroître la contribution des secteurs de la culture et du tourisme à la production intérieure brute PIB et à la création des emplois, le FDCT, Fonds de développement culturel et touristique, a mis à la disposition du domaine culturel plus d'1 milliard de francs CFA. Et pour mieux répartir cette somme, un appel à projet a été lancé en octobre dernier pour les acteurs du domaine dans différentes catégories. Sur 415 projets enregistrés, 74 ont été retenus, dont 20 projets dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel, 25 projets dans l'art de la scène et 29 projets dans le secteur d'artisanat, d'art et design. Sur 415 projets que nous avons reçus, nous profitons féliciter les opérateurs pour l'engouement. Nous n'avons retenu malheureusement que 74. Et comme je vous l'ai dit, 244 projets ont eu la moyenne et auraient pu être financés si l'enveloppe était beaucoup plus conséquente. Et les critères, nous les avions édictés dès le départ dans nos lignes directrices et les opérateurs savaient très bien quelles étaient les bases sur lesquelles ils devraient être évalués. Mais comme je le dis, c'est une compétition. Souvent, c'est les petits détails qui font la différence. Les projets qui étaient les plus en bas et qui ont été financés ont eu au moins la note de 72%. Les bénéficiaires du premier appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique sont entre autres des associations, les coopératives, les entreprises et le groupement d'intérêt économique. Le directeur général du fonds rassure que son équipe suivra attentivement les activités des bénéficiaires entrant dans le cadre du projet. Notre défi, c'est qu'au franc près, on puisse constater les résultats. Le marquage sera très serré, comme l'a dit le secrétaire général, et toutes nos équipes seront déployées, que ce soit au niveau régional, que ce soit les équipes du fonds. Nous allons avoir un suivi parce que ce programme est une phase pilote. Et nous avons le devoir de bien le mener pour espérer qu'à l'horizon 2023, on puisse le reconduire, sinon l'améliorer. Ce projet de financement s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture PAICGC qui est à sa première expérience. S'il produit l'effet attendu, il ouvrira la porte à un deuxième, a martelé le directeur général du FDCT. Le programme PAICGC, faut-il le souligner, est né en 2018. Il est financé par le 11e Fonds européen de développement pour un montant de 6 milliards de francs CFA. Le Fonds de développement culturel et touristique en bénéficie 63% pour une période de 3 ans. Et puis au Mali, un forum national sur les réformes constitutionnelles et électorales a réuni 120 participants venus de toutes les régions du pays. Un rendez-vous donné par un consortium de la société civile sous la houlette de l'ONG Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Pendant 2 jours, les participants se sont penchés donc sur la Constitution et le code électoral avec l'intention que la transition dans le pays soit une réussite. Les recommandations à l'issue de la rencontre dans cette correspondance de Boré Massoudou. Pendant 2 jours, les participants, 120 au total, ont débattu des réformes constitutionnelles et électorales nécessaires pour réussir la transition au Mali. De l'avis de ces participants, il faudrait revoir certains articles de la Constitution et du Code électoral. Désormais, s'il doit y avoir une réforme, voici les actions prioritaires, voici les articles prioritaires aujourd'hui qui nécessitent des modifications. Donc la particularité déjà, c'est ce document de positionnement de la société civile qui priorise. Très souvent, on a l'impression qu'on demande de modifier l'ensemble de la Constitution, mais aujourd'hui, nous sortons avec 10 articles prioritaires à modifier pour la Constitution et 10 articles prioritaires à modifier pour la loi électorale pour nous permettre d'avoir des élections crédibles, transparentes. Organisé par un consortium de la société civile, les conclusions de ces forums seront transmises aux autorités de la transition selon Adam Diko. Nous
l'avons dit hier, il ne s'agit pas que nous soyons tous d'accord sur les réformes, qu'on est d'accord sur tout. On peut être d'accord sur les réformes, mais on peut ne pas être d'accord par rapport aux réformes qui vont être proposées. Donc nous, en tant que société civile aujourd'hui, nous avons pris le devant et nous espérons que le gouvernement prendra ce document comme un document de travail qui va leur faciliter la tâche, qui va leur faciliter tant dans la méthodologie, tant dans la communication, mais tant aussi dans l'aspect matériel pour les réformes profondes. Les organisateurs de ce forum espèrent que leurs recommandations contribueront à l'organisation d'élections libres, transparentes et acceptées de tous en 2022. À titre de rappel, la crise politique actuelle tient sa source des dernières élections législatives dont les résultats ont été contestés. Et puis, actualité sportive, Coupe du ministre des Sports et des Loisirs. La compétition a battu son plein durant un mois. Finale hier jeudi à l'ex-INGEPS. 3 disciplines étaient concernées pour cette édition 2021. Le football, le volleyball et la pétanque. Au moins 10 ministères y ont pris part et le grand vainqueur est celui de la sécurité à Saint-Métienne-Touré. Pour cette édition, 3 disciplines étaient en compétition. Le football, la pétanque et le volleyball. En football, la finale a mis aux prises l'équipe du ministère de la Sécurité à celle des Finances. Après 2 fois 20 minutes de jeu, le score est resté des 0 buts partout. Plus adroit pendant les séances de tir au but, le ministère des Finances est fait champion avec 2 tirs réussis contre 0. À la pétanque, on retrouve une équipe du ministère de la Sécurité qui était face au ministère de la Justice. Cette fois, le ministère de la Sécurité prend le dessus. Il l'emporte avec beaucoup de simplicité. En volleyball, le ministère de la Sécurité est une fois de plus présent. Face au ministère des Sports, il n'y a pas eu trop de fil à retordre. En 3-7 gagnants, l'équipe de la Sécurité n'a pas fait de cadeau au ministère hôte. Il gagne sans conteste, c'est 3-7. Le sentiment de joie, voilà, ça nous inspire. Voilà. Et puis, le sport, ça nous arrange, puisque en tant que fonctionnaire, le fait de nous permettre de jouer, voilà, ça fait du bien, de se détendre et puis en même temps un brassage avec les autres services. Une organisation remarquable selon le ministre des Sports et des Loisirs qui compte dans les années à venir étendre cette compétition sur tout le territoire national. C'est beaucoup de satisfaction de voir qu'on a pu tenir cette édition 2020, même si ça avait quelques retards. Et c'est aussi un engagement, comme je l'ai dit, à ce qu'on travaille à ce que cette compétition soit nationale. C'est travailler à relancer le sport corporatif de manière à ce que dans les provinces, les régions et sur l'ensemble du territoire, les travailleurs puissent avoir une compétition qui sera un moment de retrouvailles, un moment de convivialité, mais surtout un moment de pratique de sport. Et c'est vraiment avec grand plaisir que j'assiste à la finale de ce soir. Les autres disciplines ne seront pas en reste. À en croire le ministre des Sports, les techniciens du ministère sont à pied d'œuvre pour l'introduction de plusieurs disciplines. Permettez-moi de laisser d'abord le comité qui est en charge de l'organisation de faire le bilan de 2020. De voir maintenant pour l'édition de 2021 quelles sont les disciplines qui peuvent être concernées. J'ai par habitude de dire de laisser les techniciens décider de parler même parce que si on lance une compétition qui ne va réunir que peut-être 2 ou 3 provinces, ça ne sera pas utile. Il vaut mieux avoir des compétitions sur lesquelles on est pratiquement persuadé que sur l'ensemble du territoire, la pratique permet d'avoir des acteurs pour livrer une compétition digne de ce nom. Les 3 meilleures équipes dans chaque discipline ont été récompensées selon leur rang et rendez-vous est donné à l'année prochaine. Et puis l'actualité sportive va se poursuivre tout à l'heure dans un grand déballage. C'est dans Sport 3. Aujourd'hui, c'est vendredi et l'émission est invitée dans le 20h. Bonsoir à Sami Thiam-Touré. Bonsoir Sonia Kopti. Bonsoir à Sami Thiam-Touré, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Sonia Kopti, je vous reçois 5 sur 5. Alors aujourd'hui c'est vendredi, vous avez un invité sur votre plateau et vous parlez de la qualification des étalons pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Exactement, un invité et pas de moindre, Sonia Kopti. On reçoit sur ce plateau l'entraîneur des étalons national, Kamimalo. Il est bel et bien présent sur notre plateau. Avec lui, il sera question des étalons du Burkina Faso, comme vous le savez très bien, avec cette qualification avant la dernière journée. Donc, on a eu l'honneur d'avoir le grand sélectionneur sur notre plateau. Bonsoir, coach. Bonsoir, Assami. Le plaisir est tout pour moi.
C'est un plaisir partagé avec tout le peuple burkinabé. D'accord, voilà. Merci, coach. Voilà Sonia Kopti également. Et on parlera des éliminatoires de la Coupe du Monde également dans cette émission, sans oublier le dernier match contre le Sud-Soudan qui sera joué le 29 mars prochain au stade du 4 août. Mais vous avez quelques secondes pour donner rendez-vous à vos téléspectateurs avant que je puisse clore ce journal. Bien sûr, Sonia Kopti, l'équipe s'installe au fur et à mesure. Il y a déjà Ibé Cabré qui est à ma gauche, bien installé. Bonsoir Ibé. Bonsoir à tous. Voilà, les décodeurs vont s'installer, les autres décodeurs d'ailleurs vont s'installer et à 20h35 exactement, on démarrera l'émission avec le sélectionneur national Kamou Malo. Donc restez sur votre petit écran, ça sera tout de suite. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente émission. Merci. Et voilà, donc c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Bonsoir et à la prochaine.